Vous écoutez Dans l'Atelier des historiens, un podcast du Centre d'histoire de Sciences Po, présenté par Aurélie Luneau. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans l'Atelier des historiens. Nous poursuivons nos immersions au cœur du travail d'un historien ou d'une historienne à travers des sources choisies qui en disent long sur son parcours. Aujourd'hui, notre invitée est une historienne de la consommation, mais aussi du patronat, des milieux chrétiens et de leur rapport à l'économie. Bonjour Marie-Emmanuelle Chessel. Bonjour Aurélie. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, membre du Centre de sociologie des organisations et vous êtes enseignante au sein du département d'histoire de Sciences Po et à ce titre, bien sûr, vous collaborez avec des chercheurs du CHSP. On vous doit des livres passionnants. Consommateurs engagés à la belle époque, la Ligue sociale d'acheteurs, un livre paru aux presses de Sciences Po, L'entreprise et l'évangile, une histoire des patrons chrétiens, également publié aux presses de Sciences Po en collaboration avec Nicolas Debrémond d'Ars et André Grelon. Et enfin, il faut mentionner un livre à paraître bientôt, on l'espère, aux presses universitaires de Rennes sur... A priori, il s'appellera Du catholicisme social au réarmement moral. Merci d'être avec nous. Marie-Emmanuelle Chessel, dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce terrain des milieux chrétiens ? Alors, à l'origine, je n'étais pas du tout une historienne des milieux chrétiens, puisque j'ai fait ma thèse sur l'histoire de la publicité. Et quand j'ai commencé à chercher les consommateurs et les consommatrices, j'ai découvert une association animée par des catholiques sociaux, qui s'appelait la Ligue sociale d'acheteurs, et qui était, on peut le dire, une des premières organisations qui faisait la promotion de la consommation engagée. C'est à cette occasion que j'ai découvert l'importance du religieux. Par la suite, cette relation entre religion et économie m'a particulièrement intéressée et c'est pour cela que j'ai commencé à travailler sur les milieux du patronat chrétien. D'abord dans le cadre d'un projet collectif, puis dans un projet individuel dont je vais parler aujourd'hui. Et donc c'est dans ce cadre-là de ces orientations ou réorientations de vos recherches que vous découvrez aussi des archives spécifiques. Mais pour nous faire entrer dans ce mouvement étonnant dont vous allez nous parler aujourd'hui, vous avez choisi de partir de la fin et de nous présenter tout d'abord une source qui a vraiment marqué un moment dans votre parcours, un avant, un après. Une source que vous avez trouvée à la fin de recherches engagées sur ce fameux mouvement du réarmement moral. Oui, alors le réarmement moral, c'est une organisation internationale qui est établie en Suisse à partir de 1946 et c'est une organisation fortement mobilisée contre le communisme. Elle voulait provoquer un réveil face à la décadence morale et spirituelle de la société occidentale. Alors ici, nous allons entendre une lettre écrite au sujet de ce mouvement par un industriel français qui habite à Roubaix, qui s'appelle Jean de Lahoutre. Et il écrit à son éminence Ottaviani, assesseur de la congrégation du Saint-Office au Vatican, le mardi 4 juin 1955, pour lui annoncer qu'il va quitter le réarmement moral. Donc on est environ 10 ans après son introduction en Europe. Alors on peut peut-être juste, avant de lire ce document, parler un petit peu de cet homme, Jean de Lahoutre, un industriel du Nord très impliqué justement dans ce mouvement. Oui, il a été l'un des patrons les plus impliqués dans ce mouvement en France. Avec sa femme. Avec sa femme. Il l'a financé, mais il a aussi quasiment décidé de quitter son entreprise pour s'investir dans ce mouvement et jouer dans des pièces de théâtre. Donc il a vraiment pensé changer de vie en partant autour du monde avec ce mouvement. Et jouer dans des pièces de théâtre, pourquoi ? C'était un outil de communication à l'époque ? C'était des pièces de théâtre qui étaient des outils de communication du mouvement, qui étaient évidemment des pièces idéologiques. Certaines s'appelaient « Le Patron ». Par exemple, la pièce dans laquelle il a joué son propre rôle de patron était précisément une pièce qui mettait en scène la réconciliation d'un patron avec son fils, d'un industriel avec ses ouvriers, avec l'idée que c'était un mode d'action sur le monde. Si on arrivait à se réconcilier dans sa famille et dans son entreprise, alors on allait pouvoir faire la promotion de la paix dans le monde. Alors je vous propose d'entrer dans ce premier document, donc cette lettre écrite par Jean de Lahoutre pour dire qu'il quitte le réarmement moral. En compagnie du comte de Malherbe, j'ai eu l'honneur d'être reçu par Monseigneur Crovigny,
le samedi 4 juin, et de connaître dans leurs détails les instructions du Saint-Office à l'égard du réarmement moral. Industriel du nord de la France, associé gérant d'une entreprise textile de 1700 ouvriers, j'ai rencontré le réarmement moral en 1948. Depuis lors, j'ai travaillé avec des ouvriers, des cadres et des patrons de différentes entreprises françaises pour apporter une réponse à la lutte des classes et créer, au-delà des frontières, une vraie solidarité entre les hommes. J'ai vu, dans des cas très précis, en Allemagne et en Tunisie entre autres, comment les principes qui ont aidé à régler nos problèmes industriels ont trouvé une application dans les divisions politiques ou internationales. Comprenant l'importance de cet apostolat, j'ai même, il y a quelques mois, demandé à mes associés de me libérer de mes activités professionnelles pendant 1 an pour me permettre de m'y consacrer plus totalement. Averti par Monseigneur de Crovigny, je tiens à vous faire savoir que mon dernier désir est d'obéir à l'Église. J'ai donc, ainsi que ma femme, renoncé au voyage en Extrême-Orient organisé par des hommes politiques d'Europe, en vue d'obéir aux instructions du Saint-Office contenues dans la note du 23 mars 1955. Je consacrerai mes prochaines semaines à me dégager de ma position de responsable du réarmement moral dans sa forme actuelle, pour sauvegarder des valeurs incontestables. Certains d'entre nous, catholiques, avons des intentions de rechercher, avec nos prêtres et nos évêques, le moyen de continuer cette action sur une base essentiellement catholique, tout en gardant des contacts avec la plateforme internationale du réarmement moral. Pensant ainsi me conformer aux directives du Saint-Office, je me permettrai de faire appel à ses conseils en cours d'étude de notre nouvelle orientation. En quoi, Marie-Emmanuelle Chessel, ce document a été si important dans vos recherches ? Alors, j'ai découvert ce document à la fin de cette recherche. C'était dans les archives du Vatican, des archives dans lesquelles il n'était pas évident d'entrer, mais j'ai été vraiment accompagnée par mes collègues historiens du religieux pour pouvoir entrer dans ces archives du Saint-Office. J'étais donc en train de consulter les dossiers sur le réarmement moral qui avaient été constitués par le Saint-Office pour suivre ce mouvement protestant qu'on regardait d'un mauvais œil au Saint-Office. Il faut rappeler qu'on est dans une période qui est avant le Concile Vatican II sur l'œcuménisme, concile qui a eu lieu en 1962, qui s'est ouvert en 1962 et qui s'est terminé en 1965. Donc avant ce concile, les relations entre les catholiques et les protestants n'étaient pas si faciles. Pour le Vatican, ce mouvement protestant était un peu une concurrence pour les mouvements catholiques. Donc on avait constitué des dossiers et c'est après un certain nombre de semaines à regarder ces dossiers que je suis tombée sur cette lettre. Pour moi, c'était extrêmement important parce que j'avais commencé précisément un travail sur le patronat et j'étais arrivée au réarmement moral, j'étais arrivée au Vatican et là tout d'un coup, je trouve cette lettre qui est précisément sur un patron que je connais bien, pour lequel j'ai déjà consulté plein de sources et ça m'explique qu'est-ce qu'il faisait dans ce mouvement. Donc c'est vraiment un condensé de toute l'histoire que j'essaye d'écrire. Alors revenons justement au tout début de votre travail de recherche. Comment est-ce que vous tombez précisément sur l'histoire de ce mouvement ? Dans quel centre de recherche est-ce que vous vous souvenez justement de ces moments-là ? Alors je me souviens que j'ai consulté des périodiques à la Bibliothèque nationale de France, des périodiques catholiques sociaux du nord de la France, du secrétariat social, dans lequel j'ai vu mentionner ce mouvement. Alors pour moi, c'était extrêmement exotique, je ne savais pas très bien ce que c'était. Par la suite, aux archives diocésaines de Lille, grâce à un archiviste qui s'appelle Frédéric Vienne, j'ai pu consulter d'autres dossiers sur ce mouvement. Et c'était extrêmement étonnant de voir des catholiques s'intéresser à ce mouvement protestant à cette période-là. Donc ça m'a beaucoup intriguée. Et par la suite, j'ai continué à chercher s'il y avait des archives sur ce mouvement. Alors, il y a eu une autre surprise grâce à un autre archiviste aux archives de la contemporaine. Il faut leur rendre hommage, parce qu'ils font un travail incroyable auprès des historiens. Il faut rendre hommage aux archivistes. Et là, en l'occurrence, je rendrai hommage à l'archiviste de la contemporaine, Franck Véron, qui m'a consultée en me disant « J'ai trouvé dans les archives d'un philanthrope du début du siècle des dossiers qui n'ont rien à voir,
des dossiers qui portent sur le réarmement moral. En fait, c'était les dossiers du fils d'un philanthrope qui avait, en déposant ses archives, donc les archives de Max Lazare, le fils, Didier Lazare, en avait profité pour mettre quelques boîtes sur sa propre activité. Et donc, ces boîtes sur le réarmement moral avaient été perdues à la contemporaine. Et Franck Véron a essayé de comprendre ce que c'était que ces boîtes. Donc, de façon tout à fait merveilleuse, au moment où je m'intéressais au réarmement moral, j'ai eu à aller expertiser ces boîtes pour comprendre qu'est-ce que c'était. Donc, c'était vraiment une surprise merveilleuse, comme le sont les rencontres entre les archivistes et les historiens. La place du hasard ? La place du hasard, la place aussi d'un travail un peu systématique que j'avais effectué auparavant. Et puis la place des rencontres aussi avec les collègues, puisque j'ai eu aussi la chance d'être associée à un projet suisse qui portait sur le réarmement moral. Et j'ai eu la chance de rencontrer à ce moment-là des chercheurs et 2 doctorants qui travaillaient sur ce mouvement. Je les cite aussi, Audrey Bonvin et Cyril Michaud, et eux m'ont aussi introduite aux archives suisses de ce mouvement. C'est vrai qu'il y a eu une conjonction assez intéressante liée aussi au fait que ce mouvement en Suisse avait eu l'idée de déposer ses archives grâce à des bénévoles particulièrement actifs. Alors, parmi les premières archives trouvées, il y a un autre document dont vous avez choisi de nous parler. C'est un article de 1947 et à partir duquel, notamment, nous allons peut-être mieux comprendre les origines, les intentions de ce fameux réarmement moral. Donc, c'est un article de la revue Savoir, qui est le bulletin de documentation édité par l'Union régionale des secrétariats sociaux. Cet article s'appelle « Que penser du réarmement moral ?» Il date de 1947. Un certain nombre de personnes de notre région participaient à des journées organisées au Touquet Paris-Plage par le réarmement moral du 8 au 11 novembre dernier. La plupart en sont sortis fort impressionnés. On en parle beaucoup. On voudrait savoir ce qu'il faut en penser. Sans pouvoir répondre d'une manière définitive à cette question, nous croyons utile de fournir à nos lecteurs quelques éléments d'appréciation. Quelle est la doctrine du réarmement moral ? Eh bien, si elle existe, c'est plutôt une spiritualité. On peut la résumer de la manière suivante. 1. Change-toi. Pour cela, fais le silence en toi, recueillement. Écoute la voix de ta conscience ou celle de Dieu. Regarde-toi en mettant ta vie en face des absolus d'honnêteté, de pureté, de désintéressement et d'amour. Répare auprès de ceux avec qui tu as manqué de charité. Libère-toi de l'orgueil. Alors ta conscience ou Dieu te donnera des directions, tu sauras chaque jour ce que tu dois faire. 2. Change-toi et le monde changera. Celui qui a été changé deviendra un changeur de vie. Tel tu seras, telle sera ta famille. Mais il faut des familles saines pour changer le monde. Et alors justement, vous disiez que dans le document, il y a des éléments sur le fondateur du réarmement moral. Qui était cet homme ? Alors, le fondateur était Frank Bushman, qui a fondé ce mouvement qui s'appelait, avant de s'appeler Réarmement moral, il s'appelait les groupes d'Oxford. Donc, c'est un mouvement qui existait même avant la guerre. C'est un pasteur qui a donc fabriqué, si on peut dire, à partir d'un patchwork de doctrines évangéliques, la doctrine du réarmement moral. Un ami de Gandhi, un homme de prière et de silence, c'est comme cela qu'il est présenté dans le document dont vous nous parlez, et qui a cherché ses premiers compagnons à Oxford pour ensuite engager, on va dire, les ambitions. Oui, alors c'est précisément l'objet de discussion. C'est un mouvement qui a des objectifs de transformation du monde. Alors, est-ce que c'est un mouvement religieux ? Est-ce que c'est un mouvement politique ? Est-ce que ça fait précisément l'objet des débats ? Fondé entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça ? Tout à fait. Les groupes d'Oxford étaient actifs entre les 2 guerres. Donc on peut imaginer que ce qui s'est passé durant la Première Guerre mondiale a pu guider aussi ce mouvement ? Oui, tout à fait. Une des thématiques du mouvement est précisément la réconciliation. Et la réconciliation franco-allemande a été l'une des thématiques sur lesquelles ils ont aussi agi. Le mouvement a été foncièrement anticommuniste. Donc la question des rapports avec les élites allemandes est une question qui s'est posée.
Qu'est-ce que vous apprenez finalement sur ce mouvement-là? Qu'est-ce qui vous a le plus peut-être intéressé, étonné? On sent à partir de ces textes que bien sûr vous en avez consulté bien d'autres pour comprendre aussi le mouvement, pour comprendre l'implication des catholiques dans ce réarmement moral. Et en même temps, ces catholiques n'étaient pas officiellement autorisés, mais ils pouvaient être soutenus par des supérieurs. Oui, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était d'examiner ce réarmement moral dans une succession d'engagements. C'est-à-dire de regarder les engagements dans tel ou tel mouvement dans un cadre plus général. Donc il y a des carrières d'engagement. En l'occurrence, les patrons du Nord, qui étaient les personnes que j'étudiais au moment où je suis tombée sur ce mouvement, étaient des personnes qui étaient soutenues par leur évêque, le cardinal Liénard, qui était un évêque particulier qu'on a appelé l'évêque rouge, qui avait une volonté de soutenir l'action sociale de ses patrons, de les inciter depuis les années 30 à être actifs, y compris dans la gestion sociale de leurs usines. Il avait lui-même poussé à ce qu'il y ait un autre mouvement qui s'appelait la bourgeoisie chrétienne, qui était un mouvement d'action catholique propre au Nord, dans lequel un certain nombre d'industriels du Nord s'étaient déjà investis. Donc, quand il va soutenir le réarmement moral, c'est dans la même démarche. Sauf que là, il va soutenir un mouvement qui est dirigé par des protestants. Ce qui va, bien entendu, ne pas plaire au Vatican. Les patrons croient vraiment que leur hiérarchie les soutient. Alors que ce n'est pas le cas. Leur hiérarchie les soutient, mais au-dessus de leur hiérarchie, il y a le Vatican qui n'est pas très content. Et donc, il va imposer un retrait de ces catholiques du mouvement. Exactement. Il y a plusieurs mesures, mais disons qu'en 1951, puis de manière beaucoup plus forte en 1955, le Vatican va exiger que les catholiques se retirent de ce mouvement. Quelles ont été vos réactions, peut-être vos sentiments, vos intuitions éprouvées aussi à la lecture de cet article de 1947 et peut-être aussi de d'autres sources? Qu'est-ce que cela disait pour vous de cette histoire que vous étiez en train de renseigner sur les relations entre patronat et milieu chrétien? Ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est la rencontre entre des univers qu'on n'imaginait pas travailler ensemble. Donc là, la revue dont j'ai parlé, la revue des secrétariats sociaux, c'est vraiment une revue écrite par des prêtres au sein de l'Église. Donc c'est même une revue qui est destinée aux prêtres. Ça n'est même pas une revue qui est destinée aux laïcs. Donc c'est les prêtres entre eux qui disent « ce mouvement est tout à fait acceptable, au contraire, il faut pousser, en particulier dans cette période ». Ça m'a particulièrement intéressée parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la Ligue sociale d'acheteurs. La Ligue sociale d'acheteurs, c'était précisément une expérience particulièrement novatrice qui inventait, si l'on peut dire, la consommation engagée. Et elle était née de la rencontre précisément de catholiques sociaux et de protestants. À une époque où, là encore, ça n'était pas vraiment considéré comme acceptable par l'Église. Cette association était considérée comme une œuvre dite neutre. À l'époque, on considérait que les catholiques devaient travailler avec des catholiques. Donc, ça a été particulièrement critiqué au sein du monde catholique. Et c'est pour cela que j'ai trouvé que cette rencontre, cette appropriation d'un mouvement protestant par un groupe de catholiques faisait particulièrement écho à cette première expérience. Je pense que ces histoires d'appropriation par des catholiques, d'expériences venues du milieu, là pour le coup anglo-saxon et protestant, sont particulièrement intéressantes. Est-ce qu'il y a un autre passage, peut-être, soit de cet article de 1947 ou un autre document que vous avez envie de nous présenter aujourd'hui dans cette continuité? Oui, je voudrais vous lire une intervention de Jean de Lahoutre à Caux, donc dans le Centre international du réarmement moral, le 31 juillet 1954. Il s'agit d'une intervention orale qui, normalement, est sous une forme très particulière. On peut l'écouter d'ailleurs sur le site For a New World, qui est le site des archives orales de ce mouvement, qui existe encore, un mouvement qui s'appelle maintenant Initiative et Changement, mais qui existe encore. Cette intervention orale, il parle en français et il est ensuite traduit en anglais. Voilà 14 ans que je suis dans la vie des affaires et j'ai découvert, après ces 14 années,
que jamais le matérialisme ne répondra au chaos et à la division de notre monde. I've been in business affairs for 14 years, and I've discovered through these 14 years that material solutions will never answer our needs in the world today. Ne répondront jamais au chaos et à la division de notre monde. Et pour une raison bien simple, c'est que c'est notre façon de vivre, de planer et de diriger qui a créé le matérialisme de gauche et la division qui règne aujourd'hui dans le monde. Je suis un profond catholique et je parlais d'amour, de détachement et d'abus des privilèges. Mais ça, c'était ce que je disais. Mais je vivais avec une barre d'or dans ma cave pour sauver ma femme et mes 3 enfants, quoi qu'il arrive. La vente de cet or m'a libéré de la peur et de ma petite vision. Et un peu plus loin, il dit « La réponse au drame de l'économie capitaliste est dans le changement du cœur des capitalistes. » Et encore un peu plus loin. C'était mon premier pas ici à Caux avec ma femme. Et je peux vous dire que c'est une grande force qu'un foyer totalement donné à refaire le monde. Tant qu'il y aura de l'égoïsme et de la jalousie dans mon usine, je me sentirai responsable de cela. Car c'est cela qui crée la division, le scepticisme et la haine dans le monde. Cet enregistrement est intéressant parce que c'est vraiment une intervention publique sur une tribune dans une grande manifestation internationale du réarmement moral et ça permet d'entendre un peu comment ils intervenaient publiquement. Quand Jean de la Houtre dit qu'il a vendu son or qui était dans sa cave, c'est-à-dire ? Il avait sans doute un lingot lié aux affaires qu'il a dû faire pendant la guerre et il affirme publiquement qu'il va faire une donation en fait et il a dû donner pas mal d'argent en fait au mouvement et il le dit publiquement. Sa fille, que j'ai eu le plaisir d'avoir au téléphone, m'a confirmé l'importance de la pièce de théâtre dans laquelle jouaient son père et sa mère. Et elle m'a confirmé le fait qu'ils ont dû donner une partie de leur fortune au mouvement. De quelle façon est-ce que, pour vous, Marie-Emmanuelle Chessel, ces documents-là, cette recherche spécifique sur ce mouvement qui apparaît très atypique, a marqué un avant et un après dans votre parcours et dans votre travail ? Est-ce que ça a généré de nouvelles pistes de recherche ? Surtout, ça m'a permis de m'arrêter et de me dire je pense que je vais essayer de raconter cette histoire. Le début de ma recherche, c'était d'essayer de réfléchir sur les multiples engagements des patrons chrétiens, pour précisément ne pas se limiter à une seule organisation, mais d'essayer de penser des carrières d'engagement. Mais cette histoire, plus particulièrement, me paraissait nécessiter un ouvrage en particulier. Donc, c'est important aussi de savoir s'arrêter pour écrire. Et quand j'ai découvert ce mouvement, je me suis dit, je pense que ça va être là-dessus que je vais faire le livre. Et rendre ce réarmement moral et son histoire au public, aux lecteurs, et le faire entrer dans l'histoire que vous renseignez depuis toutes ces années. Oui, et puis de travailler avec celles et ceux qui travaillent sur l'histoire du réarmement moral, parce qu'à mon avis, Audrey Bonvin, Cyril Michaud et d'autres ont commencé quelque chose qui va se développer. Mon travail va contribuer à cette histoire globale en travaillant précisément sur l'appropriation en France par ces milieux catholiques sociaux. Ça n'est qu'une petite partie de cette histoire qui, normalement, devrait être écrite dans l'avenir pour tous les pays qu'elle a concernés. Et donc, on comprend qu'aujourd'hui, Marie-Emmanuelle Chessel, vous êtes en train de finaliser ce livre à paraître bientôt sur le réarmement moral et qui paraîtra aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup à vous, Aurélie. Et je conseille la lecture de vos autres livres, Consommateurs engagés à la belle époque, la Ligue sociale d'acheteurs, paru aux presses de Sciences Po, et L'entreprise et l'évangile, une histoire des patrons chrétiens, paru également aux presses de Sciences Po. Et puis bien sûr, pour en savoir plus, direction le site du Centre d'histoire de Sciences Po, où tous les numéros du podcast sont à votre disposition. Merci à l'équipe éditoriale du Centre d'histoire, à l'équipe technique, avec en l'occurrence aujourd'hui avec nous Horis Moreau-Bernard, et bien sûr Nils Bertinelli qui réalise l'émission. Et sans oublier, plus que jamais, Régine Serra du Centre d'histoire de Sciences Po, Carole Giré, et à très bientôt dans l'Atelier des historiens.
Nous tenons à remercier la Fondation For a New World, portée par Initiative et Changement, CO, qui nous a permis la diffusion des archives que vous avez entendues dans cet épisode.